Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Toutes nos excuses pour ce retard. La classe politique burkinabé continue de réagir à l'annonce de l'échec du dialogue instauré à l'initiative du président du Faso entre la majorité et l'opposition. Cet après-midi, la majorité présidentielle est montée au créneau pour imputer l'échec des discussions à l'opposition. La psychose commence à gagner l'Europe après la découverte d'un cas d'Ebola en Espagne, une première hors du continent africain. Du coup, branle-bas de combat sur le vieux continent où le délit de faciès n'est pas très loin. Au lendemain donc de la fin du dialogue politique lancé à l'initiative du président du Faso, les Burkinabés continuent de commenter abondamment ce énième rendez-vous manqué. La majorité présidentielle a tenu cet après-midi une conférence de presse au cours de laquelle les responsabilités de l'échec ont été situées. Pour elle, l'opposition est à la base de la rupture du dialogue. Les partis de la majorité se disent toutefois ouverts au dialogue ou à toute autre initiative pour préserver la paix au Burkina. Reportage Sié Sylvestre. À l'entame de ce point de presse, un hommage a été rendu au défunt député maire Ama Arba Diallo qui a pris part aux premières séances du dialogue politique inclusif. Et s'agissant de ce dialogue, la majorité regrette qu'il se soit soldé par un échec alors que les acteurs n'étaient seulement qu'au stade des préalables. La majorité estime que ce dialogue était une belle opportunité offerte par le président du Faso à la classe politique pour trouver des solutions consensuelles aux questions qui fâchent, notamment celles relatives à la révision de l'article 37 de la Constitution et à l'installation du Sénat. Pour l'ensemble des partis membres de la majorité, c'est l'opposition politique regroupée au sein du chef de file de l'opposition qui a provoqué l'échec du dialogue. Au lieu d'une poursuite des discussions pour chercher à s'accorder sur ce point, l'opposition politique, à la reprise du lundi 6 octobre 2014, a mis fin brutalement et unilatéralement au dialogue politique initié par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, en arguant que la formulation de ce point n'étant pas conforme à ses attentes, elle ne peut poursuivre les discussions et met par conséquent fin à sa participation au dialogue. Ainsi, une fois de plus, l'opposition politique interrompt un dialogue en se réfugiant derrière un préalable pour éviter d'aborder les questions de fond. Le préalable, c'est que l'opposition politique a voulu un accord sur les éventuels points de désaccord parmi les questions inscrites à l'ordre du jour du dialogue politique inclusif. À cette rencontre, les hommes des médias se sont particulièrement intéressés à la DFRDA qu'ils ont appelé à clarifier sa position. Le parti dit s'opposer à la modification de l'article 37 de la Constitution, mais s'agissant de la question du référendum, voici la réponse de ce parti, membre de la majorité. Avant de nous prononcer, on se pose d'abord la question de savoir si notre opposition favorise ou pas la paix. Et c'est pour cela que sur la question du référendum, nous avons dit en bon démocrate, vous ne pouvez pas dans une démocratie dire que vous êtes contre le suffrage. Parce que c'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle de référendum. Maintenant, analysant la situation politique et au regard des tensions, nous avons interpellé les acteurs politiques sur les risques liés au référendum. C'est pour cela que nous avons parlé de l'opportunité. De là à dire que la DFRDA est contre le référendum et contre la révision de l'article 37, c'est de prendre des écarts avec la précision. Et si on n'est pas précis, on ne peut pas discuter de la même chose. La majorité dit rester attachée aux institutions et aux valeurs républicaines comme principaux gages de stabilité démocratique et de paix sociale. Elle dit en outre réitérer sa disponibilité au dialogue et à la recherche de solutions qui préservent la paix et la cohésion sociale.
Passation de commandement à la tête du régiment de commandement et de soutien RCS, le colonel Seydou Nia remplace le colonel Emmanuel Poda qui a dirigé pendant une année le RCS qui a pour mission l'administration des personnels des états-majors du groupement et de l'armée de terre, la sécurisation des points sensibles de la garnison et l'apport d'un soutien logistique aux autres formations de l'armée de terre en temps de paix. Reportage Claudine Bikaba. Par ce acte, le commandant de région Yaya Seré passe le témoin du commandement du régiment de commandement et de soutien au colonel Seydou Nia. Il remplace désormais le colonel Emmanuel Poda à la tête de ce corps. Quand vous accédez à un nouveau poste, cela témoigne en fait de la confiance que le commandement place en votre endroit. Mais également, cela vous interpelle également par rapport à vos responsabilités, par rapport aux missions qui vous seront également confiées. Ça veut dire également que le commandement attend de vous un certain rendement. Celui qui prend les rênes du régiment de commandement et de soutien a gravi plusieurs échelons avant d'arriver à ce poste. Il fut sous-lieutenant en 1984, lieutenant en 1987, capitaine en 1991, commandant en 1998, lieutenant-colonel en 2004 et colonel en 2009. Il a participé à des missions à l'extérieur et est détenteur de plusieurs médailles, dont la dernière est celle de chevalier de l'Ordre national en 2012. La mission principale de toute force de défense, c'est de contribuer à la défense de l'intégrité du territoire national. Mais en dehors de ces missions classiques, le RCS participe à l'accomplissement des missions de sécurité intérieure. Il participe également aux missions extérieures exécutées par l'armée nationale. À la suite de cette passation de commandement, l'on a assisté à un défilé qui a mis fin à cette cérémonie. Commémoration en différé aujourd'hui au Burkina de la journée internationale de l'enseignant, une célébration qui a permis de distinguer plus de 80 acteurs de l'éducation dans plusieurs ordres. C'est la reconnaissance de la nation pour les efforts d'hommes et femmes en faveur de la scolarisation des enfants burkinabés. Reportage Sidi Payete et Léonore Ouedraogo. C'est une distinction honorifique qui marque la commémoration de la journée internationale de l'enseignant célébrée en différé au Burkina Faso. 86 acteurs de l'éducation ont été faits commandeurs, officiers et chevaliers de l'ordre des palmes académiques, preuve de la reconnaissance du pays de leur investissement pour une éducation de qualité au Burkina Faso. Moi, je suis de l'UNEPEL, l'Union des établissements d'enseignement privé laïque, et nous sommes très honorés à l'UNEPEL d'avoir reçu cette distinction. Je travaille aussi dans le cadre d'une association, de l'association que j'ai fondée et qui travaille en faveur des jeunes de la rue qui met tout en œuvre pour réinsérer au maximum les enfants de la rue, les scolariser, les aider à avoir leur place dans la société. En plus de cela, donc, nous aidons les jeunes filles qui sont en situation difficile à retrouver non seulement un cadre familial, mais à poursuivre leurs études correctement. Fortement marqué par un contexte d'obligation scolaire et de gratuité dans les structures publiques de l'éducation de base pour les enfants de 6 à 16 ans, la journée se commémore avec un but. Investir dans l'avenir, investir dans les enseignants. Au moment où le gouvernement aspire pour le Burkina Faso, un Burkina émergent, il est important d'investir dans les enseignants. Parce qu'investir dans les enseignants, c'est investir dans l'avenir. Mais le problème économique, c'est que les gens ne voient pas cet investissement dans sa rentabilité de manière immédiate. Comme elle n'est pas immédiate, on a le sentiment qu'entre une période de 4 ans où on devait faire le bilan, il faut pouvoir dire effectivement du point de vue économique ce qu'on obtient. Mais en fait, c'est aussi un investissement sûr. Les enseignants, quant à eux, ont saisi l'opportunité de cette journée pour manifester leur inquiétude sur la mise en œuvre du continuum. Quand on va vers l'inconnu, il me paraît un peu normal que chacun se pose beaucoup de questions où ils n'ont peut-être pas encore effectivement des réponses. Alors les deux ministres en particulier
travaille à ce que les réponses effectivement se donnent. Nous devons aussi, comme nous le faisons déjà, continuer dans le dialogue avec ces partenaires sociaux, continuer à mieux expliquer le contenu donc de la réforme. Et pour assurer les enseignants, les ministères en charge de l'éducation informent de la mise à disposition de près de 10 000 compétences pour cette rentrée scolaire et le transfert de plus de 900 structures d'éducation préscolaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Amèrement le regretter. De nouvelles ambitions pour l'école de formation en hautes études commerciales EFEC. Après 18 ans d'existence, l'EFEC ouvre de nouvelles filières de formation sur l'assistanat trilingue et la sténotypie. Les responsables de l'établissement ont expliqué pourquoi cette nouvelle offre de formation. Bouma Ernest Nebi. L'école de formation en hautes études commerciales EFEC offre des formations diplômantes en secrétariat de direction et dans bien d'autres disciplines de gestion et de relations publiques. C'est une école qui fait en moyenne 65% de taux de réussite aux examens selon la directrice générale. Le centre de formation célèbre ses 18 ans d'existence en intégrant de nouvelles disciplines de formation. Les principales perspectives, c'est l'assistanat trilingue que nous allons administrer avec Graduate School of Management de Ouagadougou, qui a innové dans cette filière et qui a bien voulu que nous nous associons à eux. Et parce que quand on parle de secrétariat, comme je suis dans le métier depuis 26 ans, ils ont pensé que nous sommes un partenaire tout indiqué pour parler des questions de secrétariat. Et l'autre innovation, c'est la sténotypie de conférence. C'est sûr qu'il y a encore un marché bien vierge en matière d'employabilité dans ce domaine. L'enseignement de la sténotypie ou l'art de pouvoir noter à la vitesse de la parole sera renforcé grâce à Sténomédia de France. Ça consiste avec une petite machine qui s'appelle une sténotype à noter à la vitesse de la parole les interventions. Nous avons un logiciel qui en temps réel transcrit. Et l'utilisation est très demandée dans les parlements, dans les conseils régionaux, les conseils municipaux. Il y a des développements pour les malentendants. Situé au quartier 1200 logements à Ouagadougou, l'EFEC a déjà donné des sessions de formation au profit des greffiers et du personnel de l'Assemblée nationale, en plus des étudiants permanents. Avec ce nouveau partenariat, l'école entend élargir son champ de formation à d'autres institutions publiques et à des entreprises privées. Le ministère des Ressources animales et halieutiques multiplie les initiatives pour donner un coup d'accélérateur à l'élevage. Dernière trouvaille, les abattoirs mobiles pour volailles qui seront bientôt disponibles dans 8 villes du Burkina. L'objectif de cette démarche est d'assurer un minimum d'hygiène dans l'abattage de la volaille afin de préserver la santé des populations. Évariste Kombari. La ville de Ouagadougou consomme environ 30 000 volailles par jour. Cette viande n'est pas toujours produite dans des conditions d'hygiène requises. Ce manque d'hygiène dans l'abattage de la volaille a amené le gouvernement burkinabé à mettre en place un projet d'installation d'abattoirs mobiles qui va permettre de respecter les normes d'abattage et offrir ainsi une viande de qualité à la population. Ce projet qui est une volonté quand même du gouvernement du Burkina Faso d'assainir en fait tout ce qui doit être donné en consommation à la population. Donc il s'agit donc de fournir donc de la viande de qualité à la population, la viande de volaille de qualité à la population et en quantité également. Donc c'est pas quelque chose qui va venir s'installer parallèlement à ces tueries traditionnelles. C'est des infrastructures qui vont venir pour aider les acteurs qui travaillent déjà dans ces domaines-là pour pouvoir et améliorer les conditions de travail. Dans la mise en œuvre de ce projet d'installation d'abattoirs, c'est au total 12 abattoirs mobiles pour volailles qui seront implantés dans 8 villes du Burkina Faso. Dans nos prévisions, d'ici la fin de l'année, les premiers abattoirs devront être installés à Ouaga et à Bobo. 2 à Ouaga et puis 1 à Bobo. Le bon fonctionnement des abattoirs mobiles de volailles nécessitera une implication effective des acteurs directs et indirects de la filière volaille. À terme, l'installation des unités d'abattage aura un impact positif sur la qualité de la viande de volaille.
La boucle du Moon dresse le bilan du compact mis en œuvre pendant 5 ans au Burkina par le MCC et le MCA. C'est pour partager les résultats et dégager les orientations du post-compact que les différents acteurs se sont retrouvés hier en atelier à Dédougou. Une occasion pour examiner les différents projets exécutés dans la région. Nayalagado, Paul Savargo, reportage. La région de la boucle du Mouhoun est la région qui a plus bénéficié des réalisations du Millennium Challenge et compte l'aménagement de 2240 hectares de périmètres hydro-agricoles a dit, le bitumage de la route de Dougou-Nouna, frontière du Mali, la construction des marchés agricoles et des mairies, la réhabilitation du barrage Van de Léry et l'appui à la gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Mouhoun et bien d'autres projets ont été exécutés dans la région. C'est pour capitaliser les résultats de ces différents projets que le MCA, les partenaires et les bénéficiaires se sont réunis en atelier à Dédougou. Nous avons pratiquement mis 40%, sinon plus, des investissements du MCA dans la région de la boucle du Moun. Donc, ça veut dire que c'est très costaud, c'est plus de 120 milliards de francs CFA. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Et ce que nous faisons ce matin, encore une fois, c'est de permettre à tous les décideurs, à tous ceux qui sont impliqués, de voir réellement la portée de ces investissements. Après la bataille de l'exécution des projets, une autre commence, celle de la sauvegarde et de la pérennisation des résultats et acquis. Nous sommes l'une des régions qui a bénéficié de beaucoup d'interventions du MCA. Et pour ce faire, nous devons, en tant que tel, montrer l'exemple à travers la gestion et de toutes ces réalisations-là. Et donc, cette rencontre de ce matin sonne un peu comme un rassemblement de tous les acteurs locaux qui ont intervenu dans le processus de réalisation de ces infrastructures-là. Le compact du Burkina, signé en 2008 à plus de 240 milliards de francs CFA, a pris fin le 31 juillet dernier. 98% des projets ont été réalisés avec un taux de décaissement de 92%. Et le Burkina Faso rêve d'un deuxième compact. Avant la santé, la culture, plus que 3 jours pour l'ouverture du 14e Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou, FITMO. Les artistes viendront du Mali, du Niger, du Togo et du Burkina. C'est sous la problématique de la formation artistique et de l'insertion socio-professionnelle des artistes en Afrique que se tient l'édition 2014. Bouma Ernest Nebier. Le Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou aura lieu dans la capitale burkinabé. Les organisateurs, au cours de ce point de presse, ont voulu être plus explicites sur la tenue de la manifestation face au virus Ebola qui sévit dans la sous-région. Nous nous inscrivons dans une logique d'optimisme qui fait que dans nos pays, nous sommes toujours dans une disposition d'ouverture qui n'exclut pas la prudence, qui n'exclut pas qu'un certain nombre de mesures effectivement de surveillance aient été mises en place et nous tenons compte de tous ces aspects-là, si bien que toutes les personnes que nous allons recevoir passeraient par tous les services indiqués et par tout ce qu'il y a comme système de contrôle. Les amoureux du théâtre, des marionnettes et des arts en général pourront fêter la 14e édition du FITMO. Les spectateurs auront l'occasion de suivre la prestation des troupes venues des différentes contrées du Burkina et d'autres pays. Nous aurons 35 groupes qui vont venir de différents pays africains pour ce qui concerne les spectacles, donc dans les différents arts. Et nous aurons également des experts que nous allons recevoir, surtout de Suisse, de France. Donc un groupe, les premiers experts sont arrivés ce soir pour animer un atelier. Donc, et nous aurons également des participants au colloque qui sera organisé le 14 à l'université de Ouagadougou. Le Burkina ouvre le bal des spectacles du 10 au 16 octobre. Ensuite, le Mali du 18 au 22, au Niger du 25 au 29 et la manifestation prendra fin au Togo du 1er au 5 novembre. Le centre photographique de Ouagadougou continue de favoriser la présentation d'œuvres photographiques d'auteurs burkinabés. François Ouedraogo a pu exposer ses œuvres le 30 septembre dernier avec pour centre d'intérêt l'architecture. L'objectif de cette exposition est d'accompagner les photographes burkinabés pour qu'ils soient connus sur la scène internationale. Bouma Ernest Nebier.
Les tableaux exposés ici sont des œuvres de François Ouedraogo, des photographies qu'il a réalisées grâce à sa passion pour l'architecture. Ce qu'il y a de spécifique, c'est que quand on parle de l'architecture, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas explorer tous les domaines en matière de photographie et faire une exposition. J'ai fait une exposition sur les woodless buildings. Je vais parler des constructions sans bois. Voilà, ça a été beaucoup apprécié. J'ai décidé de travailler un peu sur les formes géométriques dans l'architecture. C'est une exposition qui bénéficie du soutien de Cotton City. Cette année, on a décidé d'accompagner 4 expositions du CPO. Donc c'est le CPO qui décide qui de leurs membres ils veulent exposer. Et voilà, on accompagne avec le soutien cette exposition. J'adore vraiment ces perspectives qu'il a pris, les différents aspects de l'architecture qu'il a développé à travers son œil photographique. À travers ces initiatives, le Centre photographique de Ouagadougou veut amener la photographie burkinabé sur la scène internationale. Santé à présent, 5 associations de lutte contre le sida montrent patte blanche dans la gestion des fonds qui leur sont alloués par la communauté internationale. Elles ont accepté de se soumettre à des audits pour montrer qu'il y a de la rigueur dans la gestion des fonds. Les résultats de ces contrôles internes ont été dévoilés vendredi dernier à Bobo Dioulasso où nous retrouvons Amadou Lougué. Les 5 associations concernées ont été jugées aptes à gérer les fonds de la communauté internationale de lutte contre le sida. C'est le résultat issu des différents audits assurés par des cabinets. Les résultats sont dans l'ensemble en tout cas très bons parce que sur les 4 associations, il y a 3 qui ont été certifiées sans réserve et une qui a eu une certification avec réserve. Donc, je peux dire que c'est satisfaisant. Cette certification des comptes est donc une initiative des associations Rêve Plus, RAM, AAS, À la vie et masse, la maison des associations de lutte contre le sida. Cette certification pourra nous rendre plus crédibles vis-à-vis de tous les partenaires et notamment le Fonds mondial qui est devenu plus exigeant en matière de gestion des finances. Parce que dans d'autres pays et même le Burkina, beaucoup sont soupçonnés d'avoir détourné les ressources du Fonds mondial. Le Fonds mondial investit depuis 2002 au Burkina Faso. Nous sommes actuellement sur une requête que nous devons déposer le 15 octobre, une requête portant sur plus de 100 milliards de francs CFA et nous souhaitons que la société civile, après ce renforcement de ses capacités, puisse prendre part à la gestion de ces fonds. Le Fonds de lutte contre le sida est un financement qui a été obtenu grâce à plusieurs partenaires mobilisés par SIDAction. L'audit, je le dis parce que j'ai une organisation aussi, pour arriver à ce stade, c'est un grand effort. Et je suis très admirative par rapport aux associations. D'abord, le fait que ces associations soient demandeurs d'être auditées, ça veut dire que ce sont des associations qui voudraient, qui d'abord ne se reprochent de rien, qui savent que les financements qu'elles reçoivent vont à ceux à qui c'est destiné. Cette rencontre est aussi un cadre d'échange. Elle devrait permettre de renforcer la capacité de gestion des associations de la société civile. Sport football, les étalons joueront samedi prochain à Libreville et mercredi 15 octobre à Ouagadougou contre les Panthères du Gabon dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires Maroc 2015. L'encadrement de l'équipe nationale a donc réuni les joueurs sélectionnés pour la double confrontation avec le Gabon pour des séances d'entraînement avant le voyage de Libreville. Quelques joueurs convoqués étaient présents hier au stade du 4 août pour le premier entraînement. Victorien Marienne. Ce n'est pas encore le grand rassemblement sous le drapeau national au premier jour du stage de préparation des étalons en vue de leur double confrontation avec les Panthères du Gabon. Pas de temps à perdre, le staff technique a pris en main les premiers venus en attendant l'arrivée ces 48 heures du dernier groupe. Si on note pour l'instant quelques absences de taille, le groupe dont le capitaine Charles Kabouré qui est déjà à l'ouvrage, est également de qualité.
Et puis les deux nouvelles recrues, Moussa Yedan, Dal Ali du Caire, finaliste de la Coupe de la Confédération, et Dayo de l'As Vita Club de Kinshasa, finaliste de la Ligue africaine des champions, ont honoré avec joie leur convocation par Paul Put. Bref, Panthère du Gabon contre les étalons du Burkina, manche aller du samedi 11 octobre à Libreville, est placé déjà sous le signe d'une rivalité toujours légendaire. Malgré l'absence d'Alain Sibiri Traoré blessé, les étalons, leaders incontestés et incontestables du groupe C, peuvent faire feu de tout bois. Et ça sera 3-3. Décédé le 2 octobre dernier à Tunis, notre confrère René Sebgo a été inhumé aujourd'hui au cimetière de Gounguen à Ouagadougou. Une grande voix radiophonique s'éteint ainsi à jamais, même si les œuvres de René Levent, comme l'appelaient ses confrères, continueront à conseiller les jeunes et anciennes générations. Parents, amis et collègues ont accompagné l'homme à sa dernière demeure ce matin. Bouma Ernest Nebier. René, depuis ton départ pour Tunis, nous étions convaincus que tu nous reviendrais plus en bonne santé. Tu devais rentrer au pays le dimanche 5 octobre 2014 et tu étais en contact téléphonique avec le ministère et tes proches. Et la mort, l'invisible et l'invincible, lui barre la route des retours, plongeant ainsi toute la nation burkinabé dans la tristesse et la douleur. Mais que peut-on faire face à cette puissance surnaturelle de la mort, si ce n'est accompagner ce grand communicateur et journaliste au talent irréprochable, ici à sa dernière demeure au cimetière de Gounguen. C'est à Radio Burkina que René Sebgo a débuté sa carrière professionnelle en 1988, après de grandes études de journalisme en France, au Sénégal, aux États-Unis et au Canada. Je connais l'homme. C'est un grand professionnel, il est affable, mais surtout c'est un homme très humain et professionnellement, vraiment il est compétent. Vous suivez ses chroniques et vous voyez qu'il est inimitable. René, c'est quelqu'un qui a le sens du partage. René, c'est quelqu'un qui ne sait pas se servir. Et je pense que ce que je retiens de René, il a servi les gens et il est parti. Que Dieu le protège. Merci. Le dernier poste qu'il occupait avant sa mort le 2 octobre 2014 était celui du directeur de la communication et de la presse ministérielle au département de la santé. Ses talents de communicateur lui ont valu la confiance du ministre de la Santé qui dit être touché par la disparition d'un aîné de la famille. C'était mon aîné. Et donc je l'ai connu et nous avons vécu pratiquement ensemble. On s'est rencontrés à l'occasion des réunions de famille, mais également on s'est rencontrés à titre privé à deux souvent pour discuter dans mon bureau quand j'étais à la DGPOP. Nous avons travaillé 1 an et demi ensemble au niveau du ministère de la Santé. Donc vraiment on avait de très bonnes relations de travail. C'est une grande perte pour la famille d'abord, mais également pour le secteur de la santé parce qu'il avait établi, parce qu'il a une longue expérience, une dizaine d'années, beaucoup de relations avec nos partenaires. Né le 31 juillet 1959 à Ouargaï, dans la province de Koulpelougou, René Sebgo s'en est allé. Il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Salut l'artiste et que la terre du Burkina te soit légère. Tu as fait parfaitement ton job. Merci d'avoir suivi le journal. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTB.